ANEB, le balado d'aide aux proches, vous est offert en collaboration avec ANEB et le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes. ANEB est un organisme provincial à but non lucratif qui a pour mission de garantir une aide immédiate, spécialisée et gratuite aux personnes atteintes d'un trouble alimentaire et leurs proches depuis plus de 35 ans. Bonjour, je m'appelle Sophie Azisto et je suis l'animatrice du balado d'ANEB pour l'aide aux proches et maman d'une jeune femme qui souffre d'un trouble alimentaire. Tout au long de la série, en compagnie de Josée Champagne, directrice générale d'ANEB, nous recevons des spécialistes des troubles alimentaires, nous recueillerons des témoignages et partagerons des outils dans le but premier de soutenir les proches. En comprenant mieux la maladie et ses enjeux, les proches seront plus aptes à soutenir la personne atteinte d'un trouble alimentaire et réunir les conditions favorables à sa guérison. Quand un proche est pris avec un trouble alimentaire, l'entourage entre souvent dans une zone d'incertitude. On veut bien faire, on veut soutenir, mais on ne sait pas toujours comment. On s'inquiète, on observe, on tente d'apaiser et petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, la fatigue émotionnelle peut s'installer. Être proche d'une personne qui vit un trouble alimentaire, c'est souvent vivre soi-même un déséquilibre entre la compassion et l'épuisement, entre la volonté d'aider et la peur de mal faire. Ce rôle, qui est pourtant essentiel, est rarement accompagné ou reconnu à sa juste valeur. Dans cet épisode, on s'intéresse à la santé mentale des proches. Parce qu'aider quelqu'un, ce n'est pas s'effacer. C'est aussi apprendre à se préserver, à reconnaître ses limites, à accepter que pour soutenir, il faut d'abord tenir debout soi-même. On en parle avec Audrey Barbe. Audrey Barbe, travailleuse sociale au CHU Sainte-Justine, est spécialisée dans l'accompagnement des familles dont l'enfant souffre d'un trouble de conduite alimentaire. Diplômée de l'Université de Montréal, son expérience en pédopsychiatrie et en pédiatrie spécialisée en médecine de l'adolescence lui confère une compréhension approfondie des enjeux médicaux et psychosociaux liés à l'adolescence, ainsi qu'une approche adaptée aux réalités familiales complexes. Bonjour Audrey Barbe, bonjour Josée. Audrey Bonjour. Barbe, tu es travailleuse sociale, tu accompagnes des familles au CHU Sainte-Justine. Comment ça se passe? C'est quoi ton travail exactement? Oui, ben c'est ça. En fait, je suis travailleuse sociale en médecine de l'adolescence à Sainte-Justine. Donc ça l'englobe surtout la clinique ambulatoire de médecine de l'adolescence, puis l'unité d'hospitalisation CITCA, donc le Centre intégré des troubles de la conduite alimentaire. Donc, mon rôle, c'est vraiment auprès des proches exclusivement qui vivent avec un enfant qui a un trouble alimentaire. C'est vraiment de leur offrir un espace pour pouvoir parler de ce qu'ils vivent, les soutenir là-dedans, puis les soutenir à travers plusieurs étapes. Donc, comme je disais, hein, il y a le volet hospitalisation, le volet clinique externe. Donc, c'est des stades différents de la maladie. Il y en a qui vivent l'hospitalisation pour la première fois, ça peut être un choc. Il y en a qui passent plus vers le suivi en externe où ça peut être très difficile aussi parce qu'ils sont les principaux proches aidants de leur enfant. Des fois, on fait un peu hein, des allers-retours entre C'est ça, tu peux être l'hospitalisation. hospitalisé, puis après ça, tu es en clinique externe ou tu commences en clinique externe, puis tu deviens hospitalisé. Ben, l'enfant devient hospitalisé. Exactement. Puis, dans certains cas aussi, on les accompagne vers la fin des suivis à Sainte-Justine parce que, soit on est comme en On arrive à rémission, 18 ben ans. oui, ou on arrive à 18 ans exactement. Donc, c'est vraiment un accompagnement à des stades différents pour chaque famille, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur parcours, là. Qu'est-ce qui t'a amené, Audrey, à travailler peut-être à Saint-Justine, même auprès de cette clientèle-là? Oui, en fait, j'ai fait un stage, mon stage de baccalauréat en travail social, qui est un stage d'une année complète, là, donc de septembre à avril. Je l'ai fait au CHU Sainte-Justine, mais j'étais cette fois-là dans l'équipe de psychiatrie ambulatoire spécialisée en troubles alimentaires aussi. Ça, c'était les stages, tu n'as pas vraiment de choix là-dedans. En fait, j'ai appliqué pour faire un stage à Sainte-Justine, puis on m'a comme affectée, là, dans le fond, à cette unité-là. Puis je connaissais pas du tout ça, les troubles alimentaires, C'est ça que j'allais te mais demander. OK, ouais. donc c'est là que tu connaissais comme probablement la majorité des gens, tu pensais que tu connaissais ça, genre anorexie, boulimie, Oui, mais là, tu as évidemment. découvert vraiment c'était quoi? Oui, vraiment, exactement. Puis, je suis un peu comme tombée en amour avec la clientèle, avec la problématique parce que, c'est tellement quelque chose dont on parle pas beaucoup dans la société, qui reste quand même tabou. Vraiment. Il existe pas beaucoup de ressources non plus, donc je peux voir à quel point les proches ont besoin de cet accompagnement-là qu'on peut leur offrir, là. C'est quoi ton constat justement quand les proches arrivent, avec toi?
devant toi? Ouais. Ben, il y a des réactions qui sont vraiment différentes là, pour chaque Ouais, personne. je peux imaginer, hein? Ouais, et comme je disais tantôt, il y en a qui sont vraiment sous le choc parce que des fois, l'enfant a tellement été comme dans les restrictions, mais de façon très cachée, qu'on s'en est pas nécessairement rendu compte. Il y a des comportements qui nous alarmaient, mais bah, pas tant que ça. Des fois, on a tellement le nez collé sur l'enfant qu'on se rend même pas compte qu'il a perdu autant de poids, Mmh. là. Mais des fois, aussi, c'est que l'enfant n'a pas perdu tant de poids que ça, mais il y a déjà des conséquences sur son corps. Exact. Puis ça, je le dis parce que, c'est à surveiller pour un proche. Des fois, l'enfant n'est pas encore en un poids inquiétant. Par contre, la restriction s'est faite tellement rapidement Mm, que le corps n'arrive pas à s'adapter. Il serait en sous-poids, puis son corps serait peut-être même moins sous pression. Puis là, on arrive, puis là, il y a quand même besoin d'une hospitalisation, d'un suivi parce que le corps est en détresse, mais quand on regarde l'enfant, il y a pas une perte de poids si importante. Fait que c'est pas la perte de poids, on le dit toujours, c'est pas mm, un indicateur pour, pas du tout. se dire qu'il y a un trouble alimentaire. Donc il y a le choc. Oui. Est-ce qu'il y a des fois, il y a le déni, il y a la colère, il y a tout ça? Ouais, puis des fois même un peu le traumatisme, je dirais, parce que il y a des parents qui vite sont alertés par les comportements, cherchent des ressources, cherchent des suivis et obtiennent pratiquement pas d'aide. Donc, d'être pris en charge à Sainte-Justine, ça peut être vraiment un soulagement, C'est mais sûr. aussi de prendre conscience un peu de tout le parcours que ça a pris pour en arriver là, là. Que depuis le temps qu'ils demandent des ressources ou Exact. aussi, peut-être, des fois, c'est un constat de la gravité du problème. Mhm. C'est rendu comme tu es pris en charge à l'hôpital. Oui, c'est Mm. ça, j'allais dire, quand ils sont évalués, puis là, il y a des risques pour la santé, puis là, ils se font dire, ben là, on t'hospitalise là, là. Mm. Donc, ça doit être très, très, très traumatisant et choquant pour les proches. Exact. Puis des fois, tu sais, ils se rendent ailleurs. Le médecin lui dit, ben, pour l'instant, ça va, la santé physique, on va faire un suivi. 48 heures plus tard, tout peut changer, là. Oui, Ça va, c'est très rapide, c'est là. très Mm. rapide. C'est vrai, pour l'avoir vécu, que c'est un choc, c'est ça qui nous est arrivé. C'était une hospitalisation. On savait qu'il y avait une problématique, mais on s'attendait jamais à une hospitalisation au premier rendez-vous. Puis c'est Mm. ce qui est arrivé. Puis c'est un trauma, on va le dire, d'abord pour la personne qui souffre, je pense, Mm. mais ça serait vraiment sous-estimer l'impact sur la famille Ouais. aussi. Et puis, dans quel état ils arrivent, les proches? Ben, je dirais que, comme je disais un peu, ils arrivent soulagés quand même un petit peu, Oui, d'être pris en charge, s'assurer que leur enfant obtient vraiment les bons services, les bons soins adaptés. Il y en a qui arrivent dans le déni. Comme on disait, là, tu sais, c'est quand même une problématique un peu méconnue. On oui, pense qu'on sait c'est quoi un trouble alimentaire, mais tu sais, c'est quand même, la vision dans la société est très stéréotypée, là. oui. Mais des fois, ils Euh, s'entraînent, c'est bon, s'entraîner beaucoup. Exactement, C'est dans de les manger valeurs santé, mais de oui. la société, tu sais, il y a beaucoup, on parle beaucoup du jeûne intermittent, puis de aller s'entraîner au gym, qui sont toutes des choses valorisées, mais qui peuvent, à l'extrême, avoir des impacts, surtout sur les adolescents, là, qui sont vulnérables puis qui arrivent pas nécessairement à faire la part des choses, là. En Qu'est-ce pleine quête d'identité, puis Oui, Mhm. pleine oui, oui, puis qu'ils le font pour croissance. toutes les mauvaises raisons. Mm. Qu'est-ce que tu fais, Audrey, quand tu arrives, puis il y a des parents qui arrivent devant toi, justement, puis sont en déni? Et là, toi, tu dois les accompagner parce que leur enfant vient de se faire hospitaliser tellement que le trouble alimentaire a un impact sur sa santé. Mhm. Ben, c'est vraiment de les accompagner là-dedans. On peut pas espérer que du jour au lendemain, ils comprennent tout puis qu'ils acceptent que leur enfant est malade. Ça fonctionne pas comme ça. Donc, c'est vraiment de les soutenir à travers ça, tu sais, de parler ouvertement de ce qui se passe, de leur dire les choses franchement quand même. Puis souvent, tu sais, on voit qu'ils finissent par... le processus d'acceptation finit par s'enclencher, OK. mais c'est différent pour chaque famille. Il y en a pour qui c'est assez rapide, puis il y en a qui ça va être plus long. D'accepter. Mhm. Puis, j'imagine que l'état de vulnérabilité aussi des proches quand ils arrivent devant toi, parce qu'il y a un état où est-ce que, comme proche, on se sent souvent dépassé par le trouble alimentaire, surtout dans ton cas, ce sont des jeunes, parce qu'ils Mhm. sont à Sainte-Justine. Qu'est-ce que tu recommandes à des proches à ce moment-là, comme pour, quand ils apprennent que leur enfant vit un trouble alimentaire aussi, juste pour s'occuper de soi? Parce que là, tu l'as mentionné, il y a le soulagement d'être pris en charge par l'équipe de Sainte-Justine. OK, j'étais à une bonne place. Là, au moins, j'ai plus à m'inquiéter. Mais là, le proche, lui, il est là-dedans, là. Qu'est-ce que tu leur suggères au départ pour prendre soin d'eux? Mm. Ben, il y a plusieurs choses là, tu sais, qu'on recommande, mais je pense que
premièrement, c'est d'accepter que l'aide qu'on va apporter à l'autre, elle a des limites quand même, là, tu sais. OK, c'est bien que tu le mentionnes. Oui, c'est ça, ça se termine pas ça a pas commencé à l'hôpital, ça va pas se terminer à l'hôpital non plus. Ouais, exactement. Les parents, souvent, veulent en faire beaucoup pour leur enfant, tu sais, veulent, le meilleur. Puis, tu sais, c'est beau à voir, mais aussi, je vois qu'ils peuvent s'épuiser là-dedans ou Mmh. se perdre là-dedans. Il y en a beaucoup qui vont me dire: «Je sais tu sais, je sais plus quoi faire. Est-ce que je peux faire quelque chose de plus?» Puis souvent, je leur dis: «Non, il y a pas plus à faire». Tu sais, je pense que l'encadrement, le soutien qu'ils offrent déjà à la maison, c'est suffisant. Puis après ça, ben, il y a comme un peu cet aspect-là aussi d'accepter que ça peut prendre du temps, laisser le jeune un peu cheminer dans son parcours, du trouble alimentaire, puis accepter un peu de lâcher prise là-dessus parce que le Mais jeune, comment tu fais pour parce que là, c'est des concepts difficiles. Tu parles de lâcher prise. C'est vrai, toute l'acceptation, quand tu apprends que ton enfant est malade, c'est pas vrai que tu te fais dire qu'en moyenne, un trouble alimentaire, c'est 2 ans. Fait que quand tu dis en moyenne, ça veut dire qu'il y en a que ça peut être 10 ans. Il y en a, mais il y a pas un parent qui accepte qu'il va être là-dedans dans du long terme, là. mmh, C'est comme: «Non, non, moi, on sort d'ici, puis c'est le chemin du rétablissement, les premières hospitalisations, c'est souvent 5 semaines. Puis là, tu te dis après 5 semaines, on est en affaires». Donc comment tu travailles avec eux pour toute cette acceptation-là? ben, tu sais, c'est vraiment de leur refléter que ça va être au jour le jour, honnêtement, là. Justement, tu sais, souvent, ils veulent savoir combien de temps ça va Mmh. durer. On leur donne ce barème-là, mais c'est dur en même temps parce que c'est tellement, chaque personne va le vivre différemment. Donc, c'est aussi de dire, ben, on y va au jour le jour. Là, aujourd'hui, ça va. Peut-être que demain, ça ira moins bien, mais tu sais, on sera là, puis on est une équipe, en fait. Hein, on fait tous équipe contre le trouble alimentaire. Puis je pense que tu sais, des fois, ça peut rassurer certains parents. Des fois, ça peut rester frustrant. Il y en a beaucoup là, tu sais, qui vont être c'est long, je suis tannée, quand est-ce que ça va finir? Pouvez-vous me dire quand est-ce que ça va finir? Puis je les comprends, Ouais, là. On veut savoir. Tu sais, dans les autres maladies physiques, on a un diagnostic, on a un traitement, on sait quand est-ce qu'on va se rétablir de ça. mais Mais les enjeux de santé mentale, c'est ça, c'est exact. une des grosses Mm. différences. Ah, justement, quand on parle de santé mentale, puis le trouble alimentaire, on sait que ça prend toute la place. Dans une famille, quand il y a un jeune, surtout qui est un jeune ou malade au point de se retrouver à Sainte-Justine, que la problématique des troubles alimentaires, ça peut être que ça. Comment on se reconnecte à soi comme parent alors que la maladie prend tant de place? C'est Mm. important de rester connecté à soi parce que si on veut durer dans le temps, puis on le dit souvent, si on veut être là pour notre enfant pour le long terme, il faut se préserver soi. Alors, est-ce que tu fais l'accompagnement là-dedans, tu les aides là-dedans? Mhm, Oui? ouais. Ben, c'est ça, ça rentre un peu dans, comme je disais, le lâcher prise qui est pas facile. Tu sais, souvent, je le dis aux parents, je vais vous dire de lâcher prise, mais je sais que en le disant comme ça, c'est facile, mais l'appliquer, c'est vraiment un travail. Mais je pense qu'il faut vraiment travailler à ça. Puis aussi, ben, se réconcilier, tu sais, avec, par exemple, les moments des repas. Tu sais, Oui, qui est comme qui ça devient la guerre au lieu des moments de plaisir, là? exactement. Tu sais, souvent, je vais dire, ben, confier l'enfant à ses grands-parents ou, tu sais, à un proche, puis aller au restaurant avec votre conjoint, avec votre sœur, avec tu sais, pour vraiment, apprécier le moment du repas, puis ça peut faire du bien. C'est des petites choses vraiment, là, ça peut paraître banal, mais ça fait vraiment toute la différence, là. Donc se permettre des moments aussi, comme tu dis, pour pas que les repas on a le droit d'aller au restaurant, même si, des fois, il peut y avoir la culpabilité alors que notre enfant est malade, on a le droit de prendre ce temps-là pour soi, pour nous rester aussi dans le plaisir, là. Ben, il faut parce que, si on finit par s'épuiser, si on n'est plus disponible pour aider l'enfant, ben, il y a personne d'autre, tu sais, dans le sens oui, il y a l'équipe médicale, mais le parent porte tellement le traitement sur ses épaules. Puis, tu sais, moi, j'utilise souvent l'image du masque à oxygène. Oui, oui, oui. Faut mettre le sien avant de mettre celui de quelqu'un d'autre, puis c'est vraiment ça, parce que si on n'a plus d'oxygène, on peut pas aider l'autre, là. Mais dans un état de c'est parce que quand c'est physique, tu sens que tu es à perte de souffle, tu vas avoir le réflexe de le faire. Pour ce qui est de l'épuisement psychologique, on est beaucoup plus lent à reconnaître nos symptômes Mmh. de détresse. D'ailleurs, les parents d'un enfant qui souffre d'un trouble alimentaire vont souvent être dans l'hypervigilance. Tout le temps regarder les signes. Bon, est-ce que là, elle a tout mangé? Est-ce qu'elle a fait trop d'exercice? Si c'est des cas de boulimie, y a-tu un mécanisme compensatoire? C'est quoi les mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre derrière tout ça? Ben, c'est C'est l'hypervigilance. ça On l'a l'hypervigilance. vraiment nommé, là. Ouais, Puis l'hypervigilance, ça peut être dangereux, tu sais, au long terme, d'être tout le temps dans cet
espèce d'état d'esprit où on s'attend au pire, on anticipe le pire. Ça, tu sais, notre système nerveux est complètement dérégulé, là, puis ça peut aller jusqu'à tu sais, avoir tu sais, de l'anxiété, on l'a dit, l'épuisement. Donc, c'est vraiment important de prendre ça vraiment sérieusement là, parce que ultimement, ben, on peut finir par avoir besoin de nous-mêmes consulter. Consulter. Mm. C'est quoi les signes? Ce serait quoi les signes auxquels on devrait être attentif comme proche on est rendu là? On a besoin de plus s'écouter parce que là, on est, disons, l'élastique a été beaucoup étiré à son Mhm. maximum. Ça serait quoi les signes auxquels on doit faire attention? Ben, c'est sûr, tu sais, épuisement, mais tu sais, je dirais fatigue. Si vous arrivez à moins bien dormir, vous êtes constamment fatigué, si ça a un impact sur les autres sphères de sa vie, tu sais, dans les autres relations avec les membres de la famille, au travail aussi, si on n'arrive plus à être efficace au travail, c'est tous des signes pour moi qui nécessitent que là, on prenne un temps d'arrêt, puis que... On s'occupe de nous. Exactement, Nous, oui. on a vu des proches, qui ont carrément lâché leur emploi, là, parce qu'ils Mhm. étaient juste comme plus capables de fonctionner tellement Mais que ça certain, prenait toute la place, là. certain. Quand tu es tout le temps inquiet, puis tu sais, c'est comme quelqu'un qui est très malade, un enfant, ça peut être la guerre à chaque repas. Mm. Puis, comme tu dis, on est en hypervigilance. C'est quasiment un travail de tout instant. Tu t'inquiètes de ton enfant. Si on a des idées suicidaires, il y a de l'automutilation. Puis, en plus, il faut que tu ailles prendre des décisions au travail. Ça, tu sais, ça devient, on demande des fois l'impossible là, pour un parent. Puis après, ça a un impact sur la fratrie, sur le Mhm. couple. Donc, les répercussions sont multiples. Ça, c'est quoi les pires cas que tu as vus dans le sens que les parents t'aient rendu plus loin? Puis tu pourras après nous donner peut-être les meilleurs cas d'espoir où tu as dit: «OK, ça, tu sais, ces parents-là faisaient telle chose, puis c'était vraiment aidant». Euh, Laissez-moi y penser un Oui? petit peu, là. OK, ouais. Ben, je pense justement, de prendre un arrêt de travail, là, ça peut vraiment aider parce que ça dégage le parent d'une certaine charge, là, qui est quand même considérable dans le quotidien, d'être vraiment pleinement présent pour son enfant, puis aussi dégager du temps pour prendre soin de soi. C'est vraiment, une formule qui peut être gagnante. Puis au contraire, pour certains autres parents, Le travail hem va être un échappatoire, ouais. exactement, parce que si on est constamment, envahi par, ce qui se passe avec notre enfant, on n'est pas plus disponible non plus. Fait que des fois, le travail fait en sorte que on peut, investir en soi, en fait, puis vraiment, être une personne à part entière, pas juste un proche aidant d'une personne qui a un trouble Puis alimentaire, là. c'est vrai que c'est là que s'écouter parce que c'est pas la même chose pour tout le monde. Mmh. Puis ça dépend de ton type de travail, mais il faut être capable de s'écouter. Mais ce que j'entends dans ce que tu viens de dire, c'est que si on sent qu'on a vraiment un épuisement et le travail, on n'y arrive plus, c'est correct de prendre ce temps-là. Parce qu'on dit: «Ah oui, mais c'est pas moi qui est malade», mais à la base, on est un peu malade par la bande. Parce que si on est au bord de l'épuisement, parce que notre enfant, tu sais, si ton enfant un cancer, il doit être hospitalisé pour le cancer, personne ne va être surpris que tu prends un arrêt de travail. Mmh. C'est ça la différence. Moi, j'ai même eu des moments où je me disais: «Ça serait plus facile si elle avait un cancer parce que j'aurais pas à expliquer». 100%. C'était je trouvais la cruauté de quasiment avoir à justifier la gravité de la maladie de ma fille parce qu'un trouble alimentaire, personne ne comprenait. Puis il se ramasse à l'hôpital pour des semaines et des mois. C'est pas moins grave. Mais comme parent, c'est dès que si tu mentionnes le mot cancer, tu as une acceptabilité sociale. Ah ben c'est sûr, son enfant était à l'hôpital pour le cancer. Fait qu'elle a pris un temps d'arrêt pour être avec. Mmh. Ce que tu as Vraiment. pas pour un trouble alimentaire. Ça va même qu'à Sainte-Justine, je me souviens qu'il disait de dire, parce que c'était le cas, quand il y a des hospitalisations, c'est souvent parce qu'il y a une atteinte physique. Mmh. Donc le cœur est affecté, de dire que c'est un problème de cœur. Mmh. Ouais, absolument. Parce qu'on ne pouvait pas s'ajouter la problématique d'expliquer le trouble alimentaire. Mais c'est triste. Très triste. Hein, parce que c'est pas un problème. Oui, c'est un problème de cœur qui a été occasionné par un trouble alimentaire. Mmh. Exactement. Puis, tu sais, moi, dans le cadre de mon travail, ça me fait vraiment plaisir de parfois rédiger des lettres pour expliquer, à un employeur ou, à des assurances, tu sais, que le parent, il est activement impliqué dans le traitement, que ça demande une charge considérable, Oui, puis que le trouble alimentaire, c'est mortel, là. Donc, comme on dit, c'est banalisé un peu oui. versus un enfant qui a le cancer, mais pourtant, tu sais, je veux dire, le sort peut être le même, là, donc Le sort peut être le même.
Les hospitalisations sont longues, comme tu as dit, Mmh. activement parce qu'à la maison, il y a des plans de traitement, des plans de repas, il y a un accompagnement actif que les parents doivent faire pour assurer leur établissement. Donc, c'est pas comme, OK, ben il reçoit des traitements à l'hôpital, puis quand il revient, on fait juste passer du bon temps ensemble. C'est pas ça. Mmh. C'est rarement ça. C'est Exactement. rarement que ça. Mmh. Qu'est-ce qui peut être mis en place, Audrey, justement, à la maison, ça, pour faciliter euh, le travail des proches, puis même leur bien-être? Mmh. Ben, on en a beaucoup parlé, mais bon, Oui, prendre soin de soi, prendre soin de puis soi. là, tu sais, décliner en plusieurs stratégies quand même qu'on peut mettre en place. Souvent, tu sais, c'est ça, se recentrer sur soi. Donc, faire des choses qu'on aime, faire des choses qui nous font du bien. Souvent, on délaisse beaucoup de choses, hein, pour Nos pouvoir hobbies, ou ouais, ouais, c'est pas le exactement. temps de laisser ta peinture ou le yoga ou le jogging si t'aimes ça, tu sais, ce qui te fait du bien. C'est ça, exactement. Tu sais, je pense que ça, c'est quand même vraiment important. Puis, tu sais, aussi pratiquer peut-être des respirations, méditation pleine conscience. Ça peut être des choses qui peuvent aider, tu sais, pour diminuer le stress dans les moments qui sont vraiment anxiogènes. Puis, tu sais, je pense souvent à quand on annonce que là, il y a une hospitalisation, une réhospitalisation. Ça peut être des moments très angoissants, là. Mais ultimement, je pense vraiment qu'il faut aller chercher de l'aide. On peut pas, les proches peuvent pas passer à travers ça tout seuls. Je pense que quand ils sont accompagnés, ça peut vraiment faire toute la différence, là. C'est de là que le service à Sainte-Justine, vous avez le service d'accompagnement parce que dès que l'enfant est pris en charge, soit à l'externe ou pour une hospitalisation, les parents vont avoir un suivi comme toi tu offres. Oui, ben pas dans tous les cas, Pas là, dans je tous les cas. dirais. OK. C'est sûr que l'équipe médicale offre déjà, eux, beaucoup de soutien. Les infirmières, les médecins, tu sais, je les vois, ils passent beaucoup de temps avec C'est le vrai. jeune, mais avec les parents aussi pour les rassurer, leur donner des explications. Puis après ça, ben, quand on voit que les parents ont peut-être des besoins supplémentaires ou que vraiment ils nomment une détresse, c'est dans ces cas-là que je vais vraiment plus m'impliquer, là. Puis, Puis il y a les groupes chez Aneb aussi j'allais, qui, oui. tu allais là toi Oui. aussi? Ben oui, c'est ça. Mais en fait, ce que j'allais dire, non, mais vas-y, c'est que quand il y a 15 places d'hospitalisation à Sainte-Justine Ouais, pour la province québécoise au complet. ouais. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Donc, c'est les cas vraiment les plus inquiétants. Mmh. Là, il y a une prise en charge des parents. Et souvent, ce qui va être fait, c'est qu'il y a comme je vais même permettre le terme, un crash course en troubles alimentaires. Mmh. Les sessions sont données par les différents intervenants pour expliquer la nutrition, le, les comportements, le côté psychologique. Et moi, j'avais bénéficié de ça. On a besoin de ça comme parents quand tu arrives. J'aurais vraiment, vraiment beaucoup apprécié avoir accès à un balado comme celui d'Aneb qu'on fait en ce moment, qui est vraiment pour venir plus outiller les proches parce que, à part ce soutien-là qui est donné qu'à quelques familles, puis on ne vous souhaite pas de vous rendre jusque-là parce que ça veut dire que c'est des cas extrêmes, on a besoin de comprendre puis d'être pris en charge, Mmh. les parents. Justement, il y a les groupes des proches, puis c'est là que je voulais venir aussi. Alors, sans être obligé d'être accompagné par Sainte-Justine, Mmh. qui est, comme on vient de le dire, dans des cas seulement extrêmes, chez Aneb, on peut s'inscrire à un groupe de proches, puis les intervenantes vont justement vous accompagner, puis il y a différentes thématiques qui sont traitées, Josée. Oui, bien, tu as les groupes ouverts, puis il y a les groupes fermés pour les proches. Donc, les groupes fermés où ce qu'on aborde plus des thématiques à chaque rencontre, donc des groupes plus psychoéducatifs, là, un peu le crash course Oui, sur les Mmh. troubles alimentaires, comme tu le dis, Sophia. Mais pour les groupes ouverts, ça, c'est à tous les semaines, là, les gens peuvent s'inscrire et venir assister à un groupe. Puis moi, je le dis souvent, tu sais, de rencontrer d'autres personnes qui vivent des choses semblables, c'est très, très, très aidant. oui, ça De brise voir que tu n'es pas oui, seul ouais, Absolument. dans ce que tu vis, là, on le voit à quel point c'est puissant, ça. Mmh. vraiment. Mmh. Pas pour enlever, tout le côté éducatif qu'on apprenait à Sainte-Justine, mais ce que je préférais, c'était mes échanges avec les autres parents. Mmh. «Ah, toi aussi, c'était comme ça à la maison, donc OK, c'est pas juste toi que chaque repas, on est en tension, puis la Ouais. garde, tu as vraiment l'impression d'avoir vécu avec d'autres familles, puis c'est ça, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul et il y a d'autres gens qui sont passés aussi par là avant, donc ce que ça veut dire, c'est aussi il y en a qui s'en sont sortis, fait que moi, je trouvais qu'il y avait quelque Mmh. chose d'espoir là-dedans, mais oui, c'est vrai que de partager avec d'autres, c'est très puissant. Puis Mmh. aussi, tu sais, si tu dans une toi, comme proche, tu peux vivre aussi une semaine où c'est comme quasiment une semaine de crise. Beh, là, avec les groupes de proches chez Anib, tu peux aller
partager avec des gens qui vont comprendre. Parce que Mhm. tu as l'impression, avec le trouble alimentaire, que tu es rarement compris. Oui, ça, C'est, c'est, Ben, tu 100%. sais, si on est Mm. à rédiger des lettres c'est ça. pour, Justifier. pour Ouais. justifier puis parler de problèmes de cœur au lieu Ça, de problèmes de troubles alimentaires, en quelque part, on n'est pas compris, là. ben non, ben Ça, non, ça ben vient non. ajouter justement à la détresse des proches. Parce que tu veux pas t'as pas à l'expliquer en plus. Déjà, avec ce que tu fais là, ben là, tu sais, moi, je répondais quelque chose de plate, mais souvent, je disais, je pense pas qu'à Sainte-Justine, ils prennent des cas de caprice pendant 5 semaines pour les hospitaliser au début. Parce que tu sais, quand tu te fais dire que c'est un caprice parce que ton enfant mange pas, Mm. mais c'est ça. On est encore là, malheureusement, avec les troubles alimentaires. Mm. Audrey, est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu aimerais partager particulièrement de ton expérience que tu vis avec les proches, puis dans le quotidien avec les troubles alimentaires? Ben, moi, honnêtement, ces gens-là m'impressionnent. Vraiment, là, je leur lève mon chapeau parce que c'est ravageur là, comme maladie. Puis justement, tellement banalisé. Ben, banalisé. Tu sais, c'est Mal compris. vraiment, vraiment mal compris. Puis je le vois, la souffrance, tu sais, de ces gens-là. Puis en même temps, la résilience qu'ils ont, c'est vraiment beau à voir. Puis c'est vraiment ça qui m'a donné envie de travailler avec cette clientèle-là. C'est que ils arrivent à passer au travers des étapes tellement difficiles. Puis, tu sais, j'aimerais ça que les gens retiennent de l'épisode d'aujourd'hui, justement, que c'est pas égoïste de prendre soin de soi. On prend soin de quelqu'un qui est très malade, donc il faut mettre ça en place. Puis juste en écoutant le balado aujourd'hui, je trouve que c'est déjà une étape justement pour prendre soin de soi puis prendre soin des autres Hey, aussi. écoute, C'est super beau. Mais j'aimerais ajouter quelque chose que nous, on entend chez ANEB. Tu sais, Mhm. puis ça, le prendre soin de soi, on le dit souvent. Mm. Mais le sentiment de culpabilité qui existe chez les proches de dire, ben là, moi, mon enfant souffre v- il est très beaucoup. Puis malade. moi, là, on me dit de prendre soin de soi au lieu. Les proches se sentent vraiment coupables de Mm. Ouais. prendre un recul, de prendre soin de soi. C'est pas facile. Aller passer ta soirée au spa ou un après-midi avec Mhm. des amis alors que ton enfant est à l'hôpital. Mm. Ou tu sais, même à la maison requiert un suivi constant, Mhm. c'est contraint. Tu n'y arrives pas. C'est sûr. C'est T'as- sûr. Puis, tu sais, à Sainte-Justine, justement, quand les jeunes sont hospitalisés, il y a des visites tous les jours pour les parents, mais Mhm. des fois, on le dit aux parents, vous n'êtes pas obligés de venir tous les jours. C'est Même que c'est correct. mieux Oui, de venir juste 2, 3 fois semaine, on nous avait oui, dit. oui, Mhm. exactement. Puis de prendre l'hospitalisation, ça peut être un répit aussi là, pour les proches. On sait que l'enfant, il est bien pris en charge, qu'il mange, puis ça déculpabilise un petit peu, puis on peut profiter de ces moments-là à la maison pour pouvoir avoir un beau repas avec la fratrie aussi. On n'en a pas beaucoup parlé, mais eux aussi sont très impactés là, par Très. le trouble alimentaire dans la famille. Là. Et à ceux qui ne sont pas suivis à Sainte-Justine, qu'est-ce que tu dirais? Parce que justement, le répit, la notion de répit, Mm. c'est pas évident là, dans un cas où l'enfant est à la maison, mais n'est pas pris en charge à l'extérieur. Mhm. Ben, justement, je pense les services d'ANEM, très Oui. aidant, très aidant. Bon, pour la notion de répit, tu sais, je pense qu'il faut s'appuyer sur les proches, même si les proches comprennent pas tout le temps, tu sais, Grands-parents, tantes, oui, oncles, oui, vraiment. amis. Pour le temps d'un repas, Oui. tu sais, c'est pas obligé d'être une semaine de temps, mais au moins un repas, ça peut vraiment faire la différence. Puis ça peut vraiment, tu sais, venir détendre un petit peu l'atmosphère, surtout, tu sais, quand il y a eu beaucoup de moments de crise, là, on sent que ça va peut-être un petit peu mieux, ben, C'est le temps. ouais. Oui, puis on le dit souvent, les troubles alimentaires, c'est pas des sprints, hein, c'est plus des marathons, ultramarathons. Je viens souvent à cette analogie-là, mais c'est important de savoir, pas, puis c'est pas pour briser l'espoir. On est toujours dans l'espoir, mais plus pour gérer les attentes. Vraiment, je pense que c'est une super belle image parce que justement, il y a beaucoup de parents que, quand ils apprennent le diagnostic, vont tout donner. C'est génial, mais finissent par s'épuiser assez rapidement. Puis on a encore un parcours Qui peut être long. assez long là, devant nous. Donc, c'est sûr qu'il faut essayer de doser un petit peu là, son énergie. Puis justement, essayer de reconnaître les signes pour peut-être stopper un peu le mécanisme Le- d'épuisement qui se met en ouais, place. Là. Mm, tout ce qui peut être relié à l'hypervigilance. mm, exactement. José, est-ce que tu avais un mot de la fin?
C'est important d'être à l'écoute. Mm. C'est important d'aller chercher de l'aide. Ce que vous faites, c'est génial. Puis si jamais ben, les proches qui nous regardent n'ont pas cette aide-là, ben, ANEB existe. Il y a de l'aide. Puis je pense de aussi faire appel à son réseau. Là, je pense que c'est super important. Puis de parler. Je pense que c'est important de partager, puis de parler aux bonnes personnes à qui on a confiance, puis de ne pas rester pris avec ça tout seul. Mm. Non. Puis même si, quand on parle, on l'a déjà dit, la personne ne comprend pas parfaitement, il y a des gens qui vont quand même être dans l'empathie. Ils n'ont pas besoin de tout comprendre, puis d'être des intervenants pour savoir qu'on va pas bien ou qu'on souffre. Tu sais, des bons amis, souvent, c'est ça, de savoir qu'ils vont être capables d'accueillir juste qu'on vit de la détresse. Puis ça fait du bien, juste des fois, de le partager. Donc, pas s'attendre nécessairement à une compréhension parfaite, mais de l'empathie. C'est pour ça que je dis une personne de Oui, confiance. c'est ça, tu Exact. as très Mais raison. aussi juste, tu sais, Oui, d'en parler plus ouvertement, puis, tu sais, je pense que collectivement, si on le fait, les gens vont peut-être mieux comprendre aussi c'est quoi le trouble alimentaire, c'est notre puis être mission. aidant. Oui, Mm. C'est pour ça c'est qu'on notre a des mission. campagnes Oui, de absolument. sensibilisation. Exactement. On n'aurait plus besoin d'expliquer un trouble alimentaire dans les Ah, prochaines années. j'en rêve. Nous aussi. Audrey Barbe, merci énormément d'être venue partager avec nous aujourd'hui. Merci aussi pour le travail que tu fais auprès des familles. Je sais à quel point c'est nécessaire. Puis le soutien, c'est ça, des parents, ben, ça aide aussi les enfants et les proches qui luttent contre une espèce de maladie qui fait des ravages Mm. incroyables. Tu l'as bien dit, c'est toi qui l'as tout le temps, mais c'est vrai. On salue les proches, puis les Mhm. parents aussi, c'est des êtres excessivement résilients qui vont tout mettre de côté, souvent pour aider leur enfant. Ne vous mettez pas de côté. C'est important de ne pas vous oublier. Et puis, merci d'être à l'écoute. À bientôt. Le but de ce balado est d'apporter de l'aide et de l'information aux proches d'une personne atteinte d'un trouble alimentaire. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas à souffrir en silence. Pour de l'aide additionnelle, ANEB offre une ligne d'écoute, un service de clavardage, de textos et des groupes de soutien conçus pour les proches. Pour plus d'informations, visitez anebquebec.com.